Madonna, âgée de 45 ans, va une fois de plus faire scandale. Everybody comes to Hollywood, wanna make it in the neighborhood. Avec elle, deux stars pour ados qui pourraient être ses filles. La brune, Christina Aguilera, et la blonde, Britney Spears. Soudain, la chorégraphie va déraper. Embrasser Britney Spears et Christina Aguilera sur scène devant des centaines de millions de téléspectateurs, c'est super osé. Pour les Américains, c'est trash. Est-ce que ça leur a fait de la pub? Mais bien sûr, plus que tout. Sans se baiser, personne n'en aurait parlé, jamais de la vie. Madonna, un nom qui évoque la Sainte Vierge. 250 millions d'albums vendus. Comment est-elle devenue la reine de la provocation et l'une des plus grandes femmes d'affaires du show business? Elle a commencé comme rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une moitié milliard de dollars. Elle dirige sa propre boîte de production. Elle est maître de ses disques et tout. Oui, elle incarne le rêve américain. C'est l'histoire au départ banale d'une petite fille d'une famille très catholique. Elle est élevée à Détroit, la capitale de l'automobile. Une fillette qu'on imagine mal a priori devenir une icône de la beauté. Une petite brune sans histoire. Elle incarne le rêve américain comme Elvis Presley, au départ chauffeur de camion, qui est devenu la plus grosse star au monde. Madonna est l'aînée d'une famille de 5 enfants. Son père est le fils d'un immigré italien. Rien ne la prédispose à devenir une star, mais un événement tragique va forger son caractère. La disparition de sa mère, franco-canadienne, emportée par une maladie. Sa mère meurt d'un cancer du sein en décembre 63, Madonna a 5 ans. Et même si elle est toute petite, elle est assez grande pour savoir ce qui se passe et que c'est grave. Et elle se retrouve juste avec un père qui est sévère, gentil mais sévère, mais elle a plus cet amour maternel inconditionnel en fait. Donc elle est perdue. C'était une telle douleur qu'elle a décidé de ne plus jamais souffrir après ce moment-là. De vraiment éloigner tout ce qui pouvait être négatif et pouvait lui nuire et la toucher aussi profondément. Adolescente, elle se réfugie dans les cours de danse et se révèle particulièrement douée. Très vite, c'est décidé, la petite Louise Ciccone veut faire carrière dans le monde du spectacle. C'était une fille espiègle, intelligente, qui avait besoin d'être au-dessus des autres en fait. Madonna est ce qu'on appelle une surdouée, avec un quotient intellectuel très élevé. C'est d'ailleurs, à l'époque, dans son lycée, on disait d'elle que c'était la fille la plus intelligente. C'est vrai, alors qu'elle a un coefficient intellectuel de 140 et quelques, donc une vraie surdouée. Surdouée et rebelle, elle va claquer la porte de la maison familiale, quitter son Michigan natal, direction New York. Elle arrive à Manhattan en 1978, à l'âge de 20 ans, avec seulement 36 $ en poche. Sans domicile, elle squatte chez les uns et les autres. Elle va connaître toutes les galères. Pour gagner de l'argent, Louise Madonna est serveuse dans des chaînes de fast-food. Elle s'essaye à toutes les disciplines artistiques, mais plutôt bas de gamme. Un job de modèle, elle pose nue pour des peintres et des photographes. Et pour se faire une place dans le showbiz, elle est prête à aller encore plus loin. Son premier rôle dans un film amateur. Peu de jeunes actrices l'auraient accepté, car la scène principale est une scène de viol. Tout ça pour un cachet minuscule, à peine 100 $. Elle a fait des photos de cul, mais terrifiantes. Vraiment, je comprends vraiment quand ça sort aujourd'hui, elle doit vraiment être mal. C'était pas terrible. Elle n'a pas été jusqu'à la prostitution, mais limite quoi. Elle a vraiment galéré dans New York, fait serveuse, danseuse. Elle couchait sur les paillassons chez sa copine Marie-Paul, qui est devenue sa styliste après quoi. Elle couchait par terre. Marie-Paul, au début de sa carrière, c'est la copine française de Madonna. Je sais pas s'il va y en avoir. Installée à New York, elle appartient au milieu artistique branché. On l'a joué un peu à la sophistiquée, quoi. On a sophistiqué l'Amérique. On nous appelait les Eurotrash dans les années 80. Eurotrash. Vous l'avez noté?
À l'époque, Marie-Paul est une jeune styliste. On la voit ici, à gauche sur la photo, il y a 20 ans avec Madonna. Elle se souvient d'avoir aidé sa copine, qui manquait vraiment de tout. J'ai dû lui prêter de l'argent pour s'acheter un sandwich, ou de lui donner de l'argent. Elle habitait dans un appartement, il n'y avait même pas de serrure, c'était porte battante. De cette période, Marie-Paul a gardé quelques photos et le souvenir d'une jeune femme courageuse qui avait déjà son plan pour réussir un jour dans le milieu du showbiz. Elle était assez ambitieuse et travailleuse surtout. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Elle est venue à New York pour dire oui, je vais travailler, je vais être découverte. Et sa vie est réglée incroyable. C'est pour ça qu'à mon avis, qu'elle y est vraiment arrivée assez vite. C'est parce qu'elle était très, très rigoureuse avec elle-même. Et sa vraie passion, c'est devenu la musique. Car entre-temps, la jeune femme s'est essayée dans un groupe punk, à la guitare et au micro. Pour elle, c'est une révélation. Elle va tout mettre en œuvre pour devenir chanteuse. Cela peut paraître étonnant, mais ce n'est pas à New York qu'elle va tenter sa chance. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris. Car nous sommes en 79, en pleine époque disco, et c'est là que vit l'un des papes du genre. Patrick Hernandez, tout le monde se souvient de son tube. Madonna l'avait rencontré à New York en passant un casting. Hernandez cherchait une choriste. Quelques années plus tard, il n'a pas oublié ce goût d'essai. Elle nous avait fait beaucoup rire parce qu'on lui avait demandé de chanter une chanson. Elle nous a répondu « Je ne sais pas bien chanter, je n'ai jamais chanté auparavant, donc je vais vous chanter Jingle Bells », qui est « Vive le vent » en anglais. C'était vraiment la seule chanson qu'elle savait chanter en entier. Et elle avait tellement de personnalité déjà qu'on l'a ramenée avec nous. L'américaine devient donc choriste pour Patrick Hernandez. Mais elle a encore beaucoup de chemin à faire pour devenir célèbre. Tu vas, toi ? Fabien Lecoeuvre, agent de chanteur disco, se souvient qu'à l'époque, elle n'est encore que Louise Chicone, une petite chanteuse parmi des milliers. Personne ne laissait entendre ni supposer qu'elle allait devenir Madonna. Elle était simple choriste, elle travaillait dans le nord de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que le nord de la France, à ce moment-là, dans les années 78-79, c'était une plateforme pour le disco. C'est-à-dire que toute la Belgique, tout le nord de la France, c'est là où s'enregistraient tous les gros standards disco. Donc Madonna, fatalement, elle bossait, elle n'arrêtait pas. À Lille, Madonna travaille dur, mais gagne peu. Environ 3 500 francs par mois. Elle vit quelques mois en face de la gare, dans ce petit hôtel. Mais elle s'accroche, elle est vraiment prête à tout pour réussir. Ce que j'avais remarqué chez Louise, la future Madonna, c'est ce côté charme qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle aimait plaire. Elle avait cette espèce elle voulait absolument séduire. C'était dans son identité, dans son personnage déjà. Elle avait ce jeu de séduction très important qu'on retrouve chez certaines personnes, ce qui est très rare parfois, mais vraiment poussé à un point limite dérangeant, on va dire presque. Danseuse, chanteuse, rebelle et sulfureuse, Madonna tient son personnage. Après un an passé en France, elle retourne à New York. Elle a 21 ans et cette fois-ci, elle va passer aux choses sérieuses. Pour faire décoller sa carrière, elle a une stratégie. Écumer les boîtes de nuit à la mode pour se faire remarquer. Et ça marche. C'est comme ça qu'elle rencontre un soir un DJ très en vue, Mark Cummins, à qui elle confie un enregistrement. L'homme n'est pas prêt d'oublier la jeune fille excentrique. C'est lui qui l'aidera à composer la musique de son premier disque, un disque d'or. Elle avait une démo, une petite cassette. Un soir, j'ai joué le morceau et tout le monde s'est mis à danser. Ça s'appelait Everybody. Le titre est accrocheur. Mark Cummins sent que ce morceau a du potentiel. Il est conquis. Madonna avait de l'ambition. Elle voulait devenir une star. C'était déjà une star à sa façon. Elle avait déjà une dégaine, un look. Et ce qu'elle avait en plus, c'est qu'elle écrivait les paroles de ses chansons. Le DJ fait jouer ses contacts. Il envoie la chanson à une personne très influente d'une grosse maison de disques. Nous avons rendez-vous avec lui dans un grand hôtel. C'est cet homme, Seymour Stein, qui a signé Madonna. Il lui a offert son premier contrat et ce n'était pas mirobolant.
Quand je l'ai connue, elle était très pauvre. On lui a jamais fait de cadeau. Elle mérite chaque dollar qu'elle a gagné. J'ai versé une première avance à Madonna. C'était en dessous de 20 000 $. Ça n'est pas un super deal, mais à l'époque, c'était pas mal. 20 000 $, ce n'est pas un gros cachet. En 82, Everybody aura un petit succès en discothèque. Mais 82, c'est une année décisive. L'année où Louise Ciccone devient Madonna. Et dès le départ, elle fait l'objet d'une stratégie marketing hors du commun. Ce premier disque de Madonna est devenu une vraie pièce de collection qu'on ne trouve plus que chez certains disquaires spécialisés. Et voici à quoi ressemblait la pochette du premier disque vinyle de Madonna. Il n'avait pas mis la photo de Madonna dessus, parce que ce titre-là était réservé pour les clubs. Et c'est une rythmique plutôt de disque de black, et donc ils se sont dit, si on met une blanche sur une pochette, ça ne va pas marcher. J'ai récupéré le maxi 45 tours d'Everybody, et pour la petite histoire, il n'y a pas la photo de l'artiste. Donc pendant des mois, je pensais que c'était une chanteuse noire américaine. C'est le patron de la maison de disques qui décide de ne pas mettre Madonna sur la pochette. L'objectif était précis, toucher le plus large public. Nous voulions laisser planer le mystère pour vendre plus de disques. De cette façon, nous voulions voir si le public de la rue allait accrocher. Peut-être blanche, peut-être noire, je ne sais pas, donc j'achète le disque. Plaire aux couches populaires pour vendre plus. Plaire aux minorités noires, hispaniques, autant qu'aux blancs. Madonna va s'approprier ce plan marketing en allant jusqu'à réécrire sa propre histoire. La légende, telle qu'elle la raconte, c'est l'histoire de Cendrillon. L'histoire d'une fille qui a passé toute son enfance dans un ghetto noir de Détroit. Mais sa version est très romancée. Non, elle vient pas d'un ghetto noir du tout. Il y en a beaucoup à Détroit, effectivement, mais elle vient pas d'une banlieue comme ça. Non, elle vient d'une banlieue middle class. Certes, au début, ils habitent une maison modeste, mais ensuite, ils déménagent. Ils ont une jolie maison avec un petit jardin. Cette première maison, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, Madonna en parle beaucoup aux médias. Mais elle ne raconte pas la suite de l'histoire. Car la famille Ciccone s'embourgeoise. Elle va grandir dans une autre banlieue plus chic de la ville. Voici la villa dont elle ne parle jamais. Elle a vécu dans une banlieue, plutôt on va dire, elle a vécu dans une banlieue proprette de Détroit. Donc pas loin de Détroit où il y avait effectivement quelques ghettos noirs, mais qu'elle n'a pas dû visiter si souvent que ça. Et ça, c'était un mensonge, disons, qu'elle servait à son public à ses débuts, hein, puisqu'elle a arrêté après les années 80, en même temps que le mensonge sur le travail de son père. Car le père de Madonna, ouvrier chez Chrysler, c'est aussi une légende. Il était en fait ingénieur pour le constructeur automobile et gagnait très bien sa vie. Enfin, la chanteuse a aussi réécrit l'histoire de son départ à New York. Pour fuir la misère de son milieu prolétaire, a-t-elle souvent expliqué. Faux, car en réalité, c'était pour échapper à l'autorité de son père et des professeurs de l'école catholique proprette dans laquelle elle a fait ses études. Si Madonna est arrivée à New York sans un sou, c'est parce que papa lui avait coupé les vivres. C'est vrai, quand elle est arrivée à New York, elle a quitté l'école, elle était à l'université et son père a dit, si vous quittez l'école et vous allez être danseuse, parce qu'elle voulait être danseuse à New York, je ne vais pas vous donner de l'argent. Alors évidemment, elle a bavé à New York. Son père n'était pas du tout d'accord avec la carrière qu'elle envisageait, c'est-à-dire être danseuse. Et je pense qu'il imagine, il voyait New York comme un lieu de péché. Enfin, je peux imaginer ça. Nous avons retrouvé une interview du frère de Madonna qui n'apprécie pas la façon dont sa sœur réécrit l'histoire de la famille. Elle dit qu'elle arrivait de la zone, de nulle part. Mon père s'est occupé d'elle. Ne vient pas de la zone sans un sou, sans famille derrière elle. C'est des conneries.
Mais la stratégie mise au point par Madonna va fonctionner à merveille. Le public noir américain se l'a approprié, ce qui était super rare. Et depuis, il y a eu très peu d'exemples d'artistes blancs, à part Eminem, Justin Timberlake, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est vraiment le public noir américain et latino qui a porté d'abord cet artiste. La carrière de Madonna est lancée. La maison de disques lui donne une seconde chance. Elle a conquis le public américain de la rue. Elle va conquérir le monde avec un énorme tube, Holiday. Quand j'ai écouté le disque, je trouvais ça génial. Holiday, elle avait un grain de voix. Vraiment, elle apportait une vraie joie de vivre à l'auditeur. C'était quelque chose d'assez incroyable. Le titre est l'une des plus grosses ventes des années 80. Le monde entier découvre le visage de Madonna la blanche. Mais pas une bourgeoise. Un look de mauvaise fille, faussement débraillé. Faussement car là encore, tout est calculé. C'est à New York que tout se décide. En coulisses, un travail de précision de Marie-Paul, la styliste française, l'amie des premières années. Elle va travailler le look de Madonna comme on conçoit une ligne de produits, un cahier de tendance. Je faisais des croix, beaucoup de croix à l'époque, parce qu'il y avait la rébellion contre la religion, mais le côté religieux aussi. Le fait qu'elle était italienne catholique, romaine catholique, et qu'elle s'appelait Madonna, je trouvais ça idéal de mettre des boucles d'oreilles aux oreilles, des chapelets autour du cou. Crucifix, chapelet, Madonna provoque avec des attributs religieux. Mais elle va aller encore plus loin. Pour la sortie de son deuxième album, en 84, elle y ajoute un ingrédient, le sexe. La stratégie de Madonna était d'utiliser les sujets les plus controversés. Le sexe et la religion. Elle était très forte pour ça. Elle savait très bien s'en servir pour choquer et attirer l'attention. Ainsi, tout le monde savait ce qu'elle faisait et tout le monde parlait d'elle. Le plan parfait. Je me souviens toujours comment la presse, les caméras se sont précipitées dans la salle de conférence de presse. Ils avaient bien profité, elle s'est roulée par terre, il y avait la caméra sous sa jupe et tout. C'était la pauvre, ils l'ont essayé de l'assassiner. Et en fait, ça fait le truc contraire. Le 14 septembre 1984, pour le lancement de son album, Madonna réalise un très joli coup marketing. Un concert dont tout le monde va parler. Devant un public médusé, Madonna se roule par terre, en robe de mariée et porte-jartelle. Tout le monde parlait que de ça, la culotte de Madonna, les seins de Madonna, et ceci et cela, est-ce qu'elle porte des collants, Madonna, tu la connais, tu l'as vue, enfin vraiment, il n'y avait que ça. Dans une Amérique puritaine, vous imaginez, chanter Like a Virgin en robe de mariée, en se roulant par terre avec des croix autour du cou. La publicité fonctionne à merveille. La chanson reste numéro 1 pendant 6 semaines. À cette époque, Madonna vend 75 000 disques par jour et un t-shirt toutes les 6 secondes. On estime que cet album lui a rapporté en à peine un an 50 millions de dollars. Mais ce qui va asseoir sa notoriété dans le monde entier, c'est un film qui restera dans toutes les mémoires. Dans Recherche Suzanne désespérément, on lui propose le rôle principal, celui d'une fille rebelle, pour un cachet de 80 000 dollars. Mais elle voit surtout la publicité qu'elle peut en tirer et pose ses conditions. Dans le film, Madonna sera Madonna. Quand elle a fait Recherche Suzanne désespérément, elle venait me voir, elle me disait « Oh Marie-Paul, ils veulent que je mette des vêtements des années 30, des trucs des vieux magasins. » Alors je lui disais, j'étais pas la styliste sur le plateau, mais je lui disais non, ça serait génial que tu restes Madonna. Là, c'était sa chance inouïe de faire ce film qui allait être propulsé dans la planète entière et de rester quand même Madonna, la chanteuse. C'est une déferlante. Toutes les filles veulent imiter Madonna. L'image de la chanteuse est devenue une marque de fabrique. C'est la seule à qui on peut s'identifier. Grâce à elle, on peut s'habiller comme ça dans la rue, c'est sympa. Ça t'aide à être toi-même.
Ça me ressemble plus, c'est comme cela que je me sens moi-même. La provoque comme filon commercial, ça ne pouvait pas durer éternellement, pensait-on. Et pourtant, à Cannes, en 91, Madonna réussit à enflammer les foules, avec un documentaire qui fait scandale sur les coulisses de sa dernière tournée. Ça s'appelle In Bed with Madonna, en français, Au lit avec Madonna. Ce qui choque l'Amérique en particulier, c'est cette version du vieux tube Like a Virgin, dans une adaptation beaucoup plus explicite. Mais ce qui choque encore plus dans ce film, c'est quand Madonna prend un malin plaisir à provoquer les autorités. On y voit la police de Toronto menacer d'arrêter la chanteuse si elle se masturbe sur scène. Un bras de fer s'engage avec le manager. But then another one of our options is to cancel the show. And we can choose that option. It's your choice, we don't have to play. We're asking for that opportunity, sir, and it's your choice, whatever you want to do. So it's in your hands. Did you guys hear? What? That the police are here? Why? If I touch my crotch during the show, I'm going to be arrested. Are you serious? Madonna ne cède pas à l'intimidation. Elle monte sur scène et ce soir-là, devinez ce que fait la star. C'est un nouveau coup de pub pour la chanteuse. Tous les journaux reprennent le fait divers. Spokesmen for rock singer Madonna say Metro Police and the Crown Attorney's Office threatened to arrest the star last night for lewd and obscene behavior. Finalement, la police ne fera rien. Madonna parade et se permet une ultime provocation. 20 ans après ses débuts à New York, Madonna est une femme d'affaires richissime. Elle touche $2 sur chaque disque vendu. On estime sa fortune personnelle à plus de 500 millions de dollars. Alors que fait-elle de tout cet argent? La fortune de Madonna, c'est Bert Padel qui l'a gérée pendant 15 ans. Il est le conseiller financier du showbiz. Madonna, mais aussi Michael Jackson, Britney Spears ou encore Elizabeth Taylor. Et pour lui, la fortune d'une star doit se gérer comme celle d'un sportif. Je lui ai dit, dans notre boulot, on ne sait pas combien de temps peut durer une carrière. Nous devons nous occuper de toi comme on s'occupe d'un joueur professionnel de baseball ou de basketball, dont la carrière est très courte. Elle m'a laissé faire et j'ai placé beaucoup de son argent dans des investissements sans risque, des placements exonérés d'impôts, garantis par le gouvernement américain, et nous n'avons jamais eu à nous inquiéter. Son manager lui recommande aussi d'investir dans la pierre. Elle possède des maisons dans le monde entier, à Beverly Hills, à Londres ou encore sur une île en Écosse. Un château estimé à 9 millions d'euros. Bert Padel lui donne un autre conseil pour placer son argent. J'ai pensé qu'il fallait investir dans l'art. J'ai toujours pensé que cela pouvait prendre de la valeur. Elle a acheté des Picasso et d'autres peintres très connus. Elle a investi beaucoup d'argent dans l'art. Madonna a eu raison de placer son argent car depuis le début des années 2000, la chanteuse se vend moins bien. Son dernier album, American Life, n'a pas du tout marché. Dans ce disque, la chanteuse se livre à un violent réquisitoire contre l'Amérique de George Bush et la guerre en Irak. Mais pour la première fois de sa carrière, la provocation va lui faire du tort. La plupart des radios américaines boycottent son disque. Les radios ne jouaient pas les titres, n'ont joué aucun extrait de l'album. Et comme les plus grosses radios appartiennent aux mêmes propriétaires, a priori assez proches du pouvoir politique en place, voilà. Mais c'est vraiment un boycott total. Dans la foulée, Madonna doit retirer le clip qu'elle a tourné pour illustrer ce qui devait être un tube. Dans ce clip-là, il y avait des images de la guerre en Irak, il y avait des explosions, des enfants guerriers, des femmes en tchador. Pour finir, elle a trouvé un sosie de Bush et un sosie de Saddam Hussein
qui semble être en assez bon terme à la fin du clip, et ça a achevé de la diaboliser complètement auprès des, on va dire, des conservateurs, des plus conservateurs, des républicains en tout cas. Quant à l'album, c'est la plus mauvaise vente de l'histoire de Madonna. Elle en a tout de même écoulé 800 000. D'habitude, c'est 3 fois plus. Mais la chanteuse va rebondir et une fois de plus surprendre. Ladies and gentlemen, Madonna. Incroyable. À l'automne 2003, dans une très sage petite robe noire, l'icône du sexe et de la provocation vient à Paris présenter, tenez-vous bien, un livre pour enfants. Son titre, Les Roses Anglaises. L'histoire de 5 petites filles et d'une fée, lecture conseillée à partir de 7 ans. Devant la presse, Madonna joue un nouveau personnage, la mère de famille. Elle a 2 enfants de 5 et 9 ans. Angélique, elle se prête au jeu des caméras. Le spectacle est parfaitement au point. Uh-oh, is this a test for my French? As-tu déjà entendu parler des roses anglaises? Parfait. Voyons d'abord ce qu'elles ne sont pas. Un bois de chocolat, une équipe de football, des fleurs de jardin. So far, so good? Great. Okay, here. Thank you. Le livre sort dans 70 pays, un énorme succès. Près de 30 000 exemplaires vendus en France, 6 fois plus que les meilleures ventes habituelles de livres pour enfants. Mais avec Madonna, le scandale n'est jamais très loin. Souvenez-vous, la même année, le baiser à Britney Spears. Madonna reste une chanteuse. Le baiser, c'était pour relancer ses ventes de disques. Mais qu'en pense la maison d'édition ? Il est évident que ce n'est pas un sujet qui, pour nous, est un sujet naturel, bien évidemment. Et quand nous avons fait le choix de publier ces ouvrages, cet événement-là ne s'était pas passé. Un dernier sujet qui pourrait embarrasser encore plus la maison d'édition, c'est la façon dont Madonna reverse les recettes de ses livres à un mouvement sectaire, le Centre de la Kabbale. Madonna aurait donné 25 millions de dollars au Centre de la Kabbale. Et les recettes de ses livres financent le Centre de la Kabbale pour les enfants. Elle semble être coupable de premier degré. Pour la première fois de sa carrière, on l'attend au tournant, on va voir. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce que ça n'est qu'une phase ou... Quelle sera la prochaine frasque de Madonna? Âgée aujourd'hui de 48 ans, elle n'a nullement l'intention de raccrocher. Cet été, Madonna le passe en studio à enregistrer son 10e album. De la zone à la gloire. Ça m'est égal. C'est une superbe chance pour moi. Mais oui, non, mais t'as raison, c'est vrai. Ah oui. T'es obligé de nous inviter à la soirée d'ouverture maintenant.